OK, donc bienvenue au dernier Laïus. Euh, Aujourd'hui, on va couvrir les tests, en fait, une famille de tests dont les tests de Ki-carré. Donc, jusque-là, on avait des variables, en fait, tous les tests qu'on a vus jusqu'à date, il y avait des variables quantitatives continues car on utilisait des lois de référence qui étaient dérivées de la loi normale, donc qui étaient tous nos tests étaient basés sur des variables quantitatives continues. Et on avait des alternatives non paramétriques pour des variables semi-quantitatives. Donc là, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'on fait si on a des variables qualitatives. Donc, on va utiliser le test de Ki-carré. Donc, on va voir ces tests-là en premier. On va faire un petit retour rapide sur le TP4. Et pour terminer, j'ai quelques questions pour vous. Donc, le test de Ki-carré, c'est un test euh, pour voir la relation entre des catégories de variables. Donc, ça teste des fréquences dans un tableau de fréquences. Il va tester la probabilité que les fréquences dans les cases soient réparties en suivant un modèle donné ou une théorie donnée. Donc, on va voir deux types de tests de Ki-carré. Donc, pour faire ça, on aura deux tableaux. Donc, notre tableau de fréquences observées, donc qui correspond aux données du chercheur, et un tableau des fréquences attendues, donc ce que la théorie prédit ou ce que j'attends à observer dans mes données. Donc, faire attention que ici, les fréquences, les données doivent être des fréquences absolues et non pas des fréquences relatives. Donc, il y a deux types de tests de Ki-carré. Donc, le Ki-carré de contingence, où les fréquences attendues vont être créées à partir de nos données observées. Et il y a le test de Ki-carré de conformité, où le tableau de fréquences attendues va être créé à partir d'une distribution de référence, comme par exemple la distribution attendue en utilisant la théorie de Mendel. Donc, en premier, on va voir le Ki-carré de contingence. Donc, en fait, on va voir qu'est-ce qu'on va faire quand on n'a pas un modèle de fréquence théorique pour construire notre tableau attendu. Donc, ici, on a un tableau avec des variables qualitatives. Donc, ça peut être un exemple de chocolat blanc et noir et la grandeur des chocolats, petit, moyen ou grand. Donc, on a ce tableau qui correspond à notre tableau observé. Et ici, il n'y a pas de modèle. Ici, il n'y a pas de modèle mathématique qui dicte les fréquences théoriques, combien il devrait avoir dans chaque case. Donc, on va donc générer notre propre tableau attendu en faisant comme si les données étaient réparties proportionnellement dans chaque case. Parce que dans le fond, notre hypothèse nulle, ça va être qu'il n'y a pas de lien entre les lignes et les colonnes. Et donc, c'est ça qui va être représenté par notre tableau de fréquence attendu. Donc, ça, c'est nos données initiales des fréquences observées. Et pour calculer nos fréquences attendues, dans le fond, on utilise la somme de la ligne 28 fois la somme de la colonne fois 15 divisé par la somme totale qui est 50 ici. Donc, le 8,4 ici, c'est 15 fois 28 divisé par 50. Et on fait ça pour chacun des cases pour créer notre tableau de fréquence attendue. Donc, ici, on a deux variables, blanc et noir, et trois variables de taille, petit, moyen et grand. Donc, ici, on veut vérifier s'il y a un lien qui existe entre ces deux variables, c'est-à-dire la taille et la couleur. Donc, est-ce que dépendamment de la taille du chocolat, il va être plus enclin à être blanc ou noir? Donc, étant donné qu'on teste l'hypothèse nulle qui dit qu'il n'y a pas de lien, on va faire comme si il n'y avait pas de relation entre les deux variables et on va les répartir proportionnellement dans les cellules de notre tableau attendu. On remarque aussi que les totals des lignes et des colonnes restent pareils. Donc, ça, c'est pour conserver la proportion de nos données. Et
on va essayer de calculer, en fait, ces valeurs représentent les valeurs si H0 est vrai. Donc, si H0 est vrai, l'hypothèse nulle va dire qu'on devrait avoir les mêmes proportions de chocolat noir et blanc, et c'est ce qui est représenté avec ce calcul. Et ce tableau-là des fréquences attendues peut être aussi appelé les espérances mathématiques. Une fois qu'on a nos deux tableaux observés et attendus, on calcule un troisième tableau, donc le tableau de qui carré. Donc, mon tableau attendu ici m'indique combien de chaque chocolat je devrais avoir si la répartition est complètement aléatoire. Donc, ces deux tableaux du haut, ça permet de construire le tableau de qui carré avec la formule que vous voyez ici. Donc, attendu moins observé au carré divisé par la valeur de attendu. Donc, par exemple, le 0,232 ici, c'est 8,4 moins 7, donc 1,4 au carré divisé par 8,4 qui nous donne ce chiffre-là. Et encore une fois, on fait ça pour chaque cellule. Et la somme de toutes ces qui carrés-là, ça va être notre variable auxiliaire, dans le fond. Et ce qu'on peut remarquer ici, c'est que, dans le fond, mon modèle prévoit 12,32 chocolats blancs et grands. Et en fait, j'en ai 18. Donc, j'ai beaucoup plus que ce que le modèle prédit. Et donc, comme ça, on pourra voir, en utilisant ces trois tableaux, on pourra voir la contribution de chaque cellule au qui carré global, donc lorsqu'on fera la somme de tout ça. Donc, oui, en fait, ici, on a fait la somme de tous nos qui carrés individuels pour avoir 12,2, qui est la valeur de notre variable auxiliaire. Donc, et on peut voir que ceux qui ont des valeurs plus grandes, donc le 2,62 et le 3,33 ici, représentent là où il y a des différences importantes entre ce qui est attendu et ce qui est observé. Et si notre hypothèse nulle est vraie, notre qui carré ici va être très proche de 0. Et plus j'augmente mon qui carré, plus j'ai de la chance de rejeter mon hypothèse nulle. Et donc, on va comparer cette somme totale de qui carré avec la loi de référence de qui carré qui est centrée sur 0 et asymétrique à droite. Donc, pour faire un exemple, donc on a le fichier de données Bio 2041 qui contient des mesures morphométriques de 206 étudiants qui ont suivi le cours Bio 2041 en 1992. Donc, on cherche à savoir si la proportion des couleurs de cheveux est-elle la même chez les garçons que chez les filles. Donc, on a mis les deux couleurs, nos deux variables en couleur ici qui nous intéressent. Et donc, on va faire le test en 9 étapes. Donc, la première étape, c'est de poser la question biologique. Donc, ici, on a simplement mis la couleur des cheveux et le sexe sont-ils liés? Donc, dans le fond, est-ce que le sexe de la personne influence la couleur des cheveux? Dans notre objet de données, ici, on a créé notre tableau, en fait, notre tableau de contingence avec la fonction table. Donc, ici, on a mis table. Par la suite, on est allé chercher le subset sexe, donc la colonne sexe du tableau Bio 2041 qui se retrouve dans nos lignes. Et on a mis les couleurs des cheveux dans nos colonnes. Donc, ça nous crée le tableau de contingence qui est associé à nos données observées. Donc, ça nous donne le nombre de fréquences de chacun des combinaisons possibles. Dans le fond, il ne donne pas exactement la même information que le jeu de données parce qu'ici, on voit directement combien, par exemple, il y a des femmes avec des cheveux blonds, tandis que le jeu de données, il faudrait qu'on compte chaque ligne individuellement. En fait, chaque ligne qui contient un F et qui est associée à des cheveux blonds sur la même ligne. Tandis qu'ici, ça résume toutes nos données avec la fonction table.
Par la suite, à l'étape 2, on déclare nos hypothèses. Donc, l'hypothèse nulle étant qu'il n'y a pas de lien entre la couleur des cheveux et le sexe, ou on peut le dire de façon un petit peu plus différente. Donc, la proportion des différentes couleurs de cheveux est la même pour les deux sexes possibles, donc le qui carré égale à 0. Et l'hypothèse alternative, euh, c'est que la couleur des cheveux et le sexe sont liés, ou la proportion de différentes couleurs de cheveux n'est pas le même selon le sexe, donc un qui carré qui est plus grand que 0. Donc ici, pour l'hypothèse nulle, ce qu'on est en train de dire, c'est en fait que le tableau observé et le tableau attendu sont semblables, sont identiques, et qu'il n'y a pas de différence entre ces deux tableaux. Ce qui veut dire que la connaissance d'une variable ne nous permet pas de prédire l'autre variable. Ici, l'hypothèse alternative, le raisonnement du test est bilatéral et ça ne nous permet pas de dire où est la différence. Ça dira seulement s'il y a, en fait, ça dira seulement qu'il y a de la différence entre nos deux tableaux. Donc, dans ce sens-là, c'est un peu analogue à l'ANOVA, mais c'est un test effectué unilatéral à droite, car plus que j'ai des différences entre mes tableaux, plus mon qui carré va augmenter, étant donné qu'on met, lorsqu'on calcule le qui carré individuel, on le met au carré, donc ça restera toujours positif. À l'étape 3, on indique le choix de test et le calcul de notre variable auxiliaire. Donc ici, c'est un test de qui carré où la variable auxiliaire est égale à la somme des fréquences observées moins la fréquence théorique ou attendue, mise au carré divisé par la fréquence attendue. À l'étape 4, on a nos conditions d'application, donc il faut que les observations sont indépendantes. Nos données doivent être sous forme de fréquence absolue, donc on ne peut pas avoir juste une proportion. Et si on a des fréquences relatives, il faudrait les transformer en fréquences absolues. Et on peut faire ça si on a accès au total. Par la suite, il y a les règles de Cochrane ou les règles de Roscoe-Bars-Isard. Donc, les règles de Cochrane sont un peu plus restrictives. Donc, il ne doit y avoir aucune fréquence attendue moins que 1. Donc, dans notre tableau attendu, il ne devrait pas avoir des valeurs moins que 1. Et le modèle n'a pas le droit de prédire rien. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des zéros dans notre tableau attendu, mais on peut avoir des zéros dans notre tableau observé. Tandis que les règles de Roscoe-Bars-Isard, il faut que mon échantillon soit d'une certaine taille pour que je puisse porter une conclusion par rapport à mes données. Donc ici, le N, c'est l'effectif total de l'échantillon. Le L, c'est le nombre de lignes dans mon tableau et le C, c'est le nombre de colonnes. Donc, qui doit être plus grand ou égal que 6. Et si en fait, ces deux règles ne sont pas respectées, donc dans le fond, si on a des fréquences attendues moins que 1 ou qu'on n'a pas assez de N, c'est là qu'il faut regrouper les données en classes et c'est pour ça, dans certaines études, on voit la catégorie autre parce que ça permet de regrouper les données et donc de diminuer le nombre de lignes et de colonnes. Donc, c'est à l'étape 4 qu'il faut construire le tableau de fréquences attendues. Une autre condition qui n'est pas mentionnée ici, c'est qu'il faut soit avoir deux variables qualitatives ou encore une variable qualitative avec des variables quantitatives ou semi-quantitatives divisées en classes. Donc, si par exemple, on a le pH en variable quantitative continue avec une autre variable quantitative, on pourrait transformer le pH en classe, par exemple, de 1 à 2, 2 à 3. Mais c'est sûr qu'en faisant ça, on perd de l'information parce qu'on les regroupe dans des classes, dans le fond. Donc, ici, ouais, donc c'est ça, on calcule notre tableau de fréquence attendue à l'étape 4. Donc, dans R, comment on fait ça? C'est que
on va tout de suite utiliser notre fonction keysq.test qui va être en fait la commande qu'on va utiliser à l'étape 7, mais en fait, on l'utilise tout de suite. Et dans cette commande, donc dans ce test, on va placer notre X, donc qui ici est notre colonne sexe de notre tableau Bio 2041 avec les couleurs de cheveux du même tableau. Et on va placer tout ce test-là dans un objet appelé sexe.cheveux. Et lorsqu'on fait sexe.cheveux, donc le nom de l'objet qu'on vient de créer ici, on met signe de pièce expected, ça va nous sortir le tableau des valeurs attendues, des fréquences attendues. Donc, ici, on peut voir qu'on n'a aucune de ces valeurs qui est moins que 5 dans le fond. En fait, moins que 5 et moins que 1. Donc, les deux conditions des règles de Cochrane sont respectées. Et à l'étape 7, on n'aura que faire appel à ce objet sexe.cheveux dans lequel on a déjà créé notre test de key carré qui est avec la commande keysq.test. Donc, à l'étape 5, on énonce la distribution de la variable auxiliaire. Donc, pour ce test de key carré, la variable auxiliaire de key carré suivra une distribution de nu égale à le nombre de lignes moins 1 fois le nombre de colonnes moins 1. Donc, ici, on a deux lignes, donc les sexes féminins et masculins, et 4 types de cheveux. Donc, ça fait 1 fois 3 qui nous donne 3 degrés de liberté. À l'étape 6, c'est tout le temps pareil. Donc, on rejette notre hypothèse nulle au seuil alpha égale 0,05. Donc, c'est ça. À l'étape 7, on fait simplement appel à notre objet qu'on avait déjà créé à l'étape 4, donc sexe.cheveux. Donc, ici, ça nous sort notre key carré qui représente la somme de toutes les key carrés individuels, le degré de liberté qui est de 3 et la p-value qui est associée à notre test. Donc, à l'étape 8, on peut conclure que notre p-value qui est plus petit que 0,05, donc sous H0, on va rejeter l'hypothèse nulle. Et donc, on peut conclure que la proportion des diverses couleurs de cheveux n'est pas le même selon le sexe. Et à l'étape 9, pour l'interprétation biologique du test, vous pouvez cibler une combinaison en particulier, donc une case ou une cellule en particulier pour créer une explication biologique. Si on veut voir les contributions de chacun des cellules, des cases au key carré, on met notre objet dans lequel on a placé le test de key carré, donc sexe.cheveux, signe de pièce, residuals au carré, et ça nous indique les key carrés individuels de toutes nos combinaisons possibles. Donc, on peut voir de cette manière quelle combinaison contribue le plus à notre key carré. Donc, ici, on peut voir que la raison du rejet de notre hypothèse nulle se situe dans les cheveux noirs qui ont les key carrés les plus élevés, autant chez les femmes que chez les hommes. On peut aussi soustraire les valeurs attendues des valeurs observées. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Et donc, dans l'objet donné, on a créé notre tableau de contingence avec la fonction tables. Donc, en fait, c'est notre tableau observé. Et lorsqu'on soustrait les valeurs attendues, on obtient les différences et on peut savoir que c'est les cheveux noirs qui ont une plus grande différence. Donc, ça, c'est la même information que la diapo précédente. Mais d'après les signes, donc ici on a un négatif et ici on a un positif, on peut savoir qu'il y a moins de filles et plus de garçons attendus qui ont les cheveux noirs.
Dans le fond, ça, c'est le calcul qu'on fait avant de le mettre au carré. Donc, on peut observer le signe, donc soit c'est positif ou négatif pour dire si on a moins que attendu ou plus que attendu. Et à l'étape 6, on écrivait habituellement, mais la règle de décision pour rejeter l'hypothèse nulle était habituellement au, le seuil alpha 0,05, mais on peut aussi déterminer ça en écrivant si notre qui carré calculé est plus grand que notre euh, qui carré qui correspond à la valeur critique qu'on va déterminer en utilisant le seuil alpha et le nombre de degrés de liberté. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, on avait notre seuil alpha est de 0,05 et les degrés de liberté sont de 3. Donc, avec la commande Q, choose Q, donc, qu'on a vu au Laïus 3, on met notre seuil alpha, le degré de liberté, et l'ORTEL va toujours être égal de false parce que le test est unilatéral à droite. Et ça nous donne 7,814. Donc, on peut par la suite regarder le qui carré fourni par notre test qui est de 10,726, qui est plus grand que notre valeur critique qu'on a obtenue. Donc, on a la même conclusion qu'on rejette l'hypothèse nulle. En fait, ça, c'est juste une petite parenthèse pour faire un petit rappel. Donc, vous pouvez simplement regarder ce graphique à droite complètement pour voir que nous, on cherche la valeur critique associée à notre qui carré et si on a une valeur qui est plus extrême que ça, on va rejeter notre hypothèse nulle. Donc, le deuxième type de test, c'est le qui carré de conformité. Donc, la différence ici, c'est lorsqu'on construit notre modèle, notre tableau attendu, on a une distribution de référence théorique. Donc, ça, c'est un exemple qui provient du cours théorique. Donc, ici, on a 200 drosophiles dans notre tableau observé. Donc, on a 162 avec le phénotype dominant et 38 avec le phénotype récessif. Et si on calcule nos fréquences attendues, donc c'est un modèle qui prédirait parfaitement si notre tableau est conforme ou non à la théorie. Donc, on aurait 150 dominants et 50 récessifs qui correspondent à la génétique mendélienne qu'on connaît. Et donc, la question qu'on se pose, c'est que est-ce que ce qu'on représente, ce qu'on observe, est-ce que ce qu'on observe représente ce qu'on retrouve sur le terrain? Donc, on peut se poser la question que si ces données observées suivent le modèle de Mendel. Donc, pour ce test, on a déjà notre tableau attendu. Donc, on peut qu'on a calculé assez facilement avec l'effectif total de notre échantillon. On a nos valeurs observées et ces deux tableaux permettent de construire le tableau de qui carré avec la même formule que tantôt, donc attendu moins observé au carré divisé par attendu, qui nous donne ces valeurs ici. Donc, ici, on a simplement fait 150 moins 162 au carré divisé par 150. Et on a obtenu le 0,96. Même chose pour le 2,88. Encore une fois, on a mis les valeurs au carré, donc on n'aura jamais des valeurs négatives. Et notre qui carré sera la somme des qui carrés individuels. Ouais, donc ici, on a simplement fait la somme, donc ce qui nous donne 3,84. Donc, pour ce test, toutes les étapes sont presque pareilles que le qui carré de contingence, sauf à l'étape 2 et à l'étape 7, puisqu'on va faire référence à une distribution de référence. Donc, à l'étape 2,
on va plutôt dire que la distribution des phénotypes sont conformes à la distribution de référence de Mendel, étant donné que c'est la distribution de référence pour cet exemple-ci. Le qui carré égal à 0 reste pareil pour l'hypothèse nulle. Et l'hypothèse alternative, c'est que la distribution des phénotypes s'écarte de la distribution de Mendel. Donc, c'est ce qu'on représente ici. Pour les calculs, on va quand même utiliser la même commande dans R, donc sq.test. Mais cette fois-ci, les deux arguments qu'on aura besoin, c'est qu'ici, on a placé dans un vecteur non donné, donc combien de drosophiles il y avait avec le phénotype dominant et récessif. Et le deuxième argument, c'est nos probabilités. Donc, qu'on a encore placé dans un vecteur. Donc, la probabilité d'avoir un phénotype dominant est de 75% et un phénotype récessif de 25%. Donc, ça, c'est nos deux arguments qui seront nécessaires pour la commande choose_sq.test qu'on a placé dans un objet droso.key. Et lorsqu'on fait appel à ce objet, ça va nous sortir la p-value qui nous intéresse. Donc, ici, on ne rejette pas notre hypothèse nulle parce que notre p-value est égale, un petit peu plus grand que 0,05. Donc, on peut dire que notre modèle est conforme au modèle mendélien. On peut aussi faire un test de qui carré de conformité si on veut savoir si la quantité de naissances à Montréal ont les mêmes proportions au fil des années. Donc, la distribution de référence dans ce cas-ci serait que c'est égal pour toutes les années. Donc, ici, on a un tableau naissance qui contient 12 années dans le fond. Et si on veut faire un test de qui carré pour vérifier ça, on a juste à mettre notre vecteur qu'on a extrait ici dans le test choose_sq.test. Et ici, on n'a pas besoin de mettre des probabilités parce que par défaut, cette commande va appliquer des proportions égales. Donc, quand on veut dire proportion égale, donc dans le fond, ici, c'est toutes les 0,0833, ça correspond à 1 divisé par 12 parce qu'on avait 12 années dans notre tableau naissance sur la diapo précédente. Et finalement, la version non paramétrique du qui carré. Donc, ce test-là, il est moins exigeant pour les conditions d'application. Donc, ça pourrait être utile, par exemple, dans une situation où on a un petit échantillon ou dans la situation où on ne veut pas regrouper nos données ou créer la catégorie autre. Et donc, dans le fond, c'est lorsqu'on rejette les conditions de Cochrane ou qu'on n'a pas assez de N. Donc, une seule condition d'application, donc l'indépendance des données. Et le calcul du test se fait avec la même commande choose_sq.test. On met notre valeur de x. Cependant, ce qui est différent ici, c'est qu'on ajoute deux autres arguments. Donc, simulate.p.value égale true, c'est pour dire qu'on veut faire, ça indique qu'on veut faire un test par permutation. Et le B majuscule égale 2000, ça veut dire, ça indique le nombre de permutations souhaitées. Par défaut, il fait 2000 permutations. Donc, par exemple, si on fait la même chose avec notre tableau naissance de l'exemple précédent, donc ici, on a mis notre tableau naissance dans notre test et on a indiqué qu'on veut un test par permutation. Et donc, c'est ça que ça nous indique ici, donc chi-square test for given probabilities with simulated p-values et c'est basé sur 2000 réplicas. Donc, par défaut, il fait 2000 permutations. Et il n'y a pas de degré de liberté ici parce que c'est non paramétrique, donc il n'y a pas de référence à une table.
Hum. Oui, dans le fond, ici, on n'aurait pas pris un test par permutation parce que on aurait fait un test de conformité parce que les conditions sont respectées, mais ça, c'était juste pour l'exemple. Donc ça termine le laïus. Là, je vais juste revenir à la question, à une question qui a été pas très bien réussite dans le TP. Donc, c'était la question qui demandait de calculer l'intervalle de confiance de B1 de votre pente. Dans le fond, une des erreurs communes, c'est que le N ici, ça représente vraiment euh, le nombre d'observations totales dans le sens que vous devez doubler euh, la fonction length et par la suite soustraire le 2. Ça, c'était une des erreurs communes, mais sinon, il y avait d'autres erreurs, je pense plus de inattention lorsque vous êtes allé chercher l'écart type ou même simplement faire la racine carrée et avec les parenthèses en R, il faut être super vigilant par rapport à ça. Pourquoi il fallait prendre le double? Dans le fond, il faut additionner le nombre d'éléments dans la colonne et dans la colonne X et Y et après faire -2. Dans le fond, c'est la façon que ça a été dérivé. Je pense Dr. Collin vous l'a montré dans le cours théorique que ici, le N, ça représente comme, c'est pas seulement l'effectif de vos données. OK. OK. Ça, c'est pas un retour sur le TP4. Ça, c'est une question pour vous. Donc, depuis les dernières années, les dernières décennies, une augmentation importante des concentrations en CO2 dans l'atmosphère a été observée. Afin de vérifier si cette augmentation est d'origine anthropique, les chercheurs utilisent des mesures de l'isotope radioactif, euh, radioactif 14 du carbone dans l'atmosphère. Le raisonnement derrière cela est que depuis les années 1950 et les essais massifs d'armes nucléaires, l'atmosphère s'est retrouvée anormalement chargée en le carbone 14, dont la demi-vie est de 5734 ans. Étant donné que l'émission de CO2 anthropique via l'utilisation des énergies fossiles n'émet pas de carbone radioactif, on devrait observer une diminution rapide du ratio carbone 14 sur carbone, qui est aussi appelé le delta carbone 14, si l'industrie humaine est bien responsable de l'augmentation globale en CO2. Donc, on a à notre disposition des mesures de concentration en ppm en CO2 et le delta carbone 14 prise de 1992 à 2007 à La Jolla en Californie, aux États-Unis. Donc, les données sont dans ce fichier isotope. Donc, on a la date, euh, le, euh, le niveau de CO2 en ppm et et le delta 14 carbone. Donc, si on veut vérifier que l'augmentation globale du CO2 atmosphérique au fil des ans sont bien d'origine anthropique, quelle commande utiliserez-vous pour faire un test de corrélation? Vous pouvez l'écrire dans le chat.
Avez-vous des questions? Oui, c'est un test de corrélation. Donc, pour un test de corrélation, c'est quelle commande que vous utiliserez? Core.test, isotope, signe de pièce, CO2. OK, oui. OK, core.test, c'est bon. Et c'est quoi notre variable indépendante ici? Dans le fond, on a trois variables. On a la date, le niveau de CO2 et le delta 14C. OK. Donc, si on veut vérifier que les augmentations globales de CO2 atmosphérique au fil des ans sont d'origine anthropique, notre variable indépendante serait le temps. Donc, ça serait la colonne date ici. OK, ça, je comprends pas. Là, si la colonne date, c'est la variable indépendante, on ne peut pas relier ça avec l'origine anthropique. Mais justement, l'origine anthropique, ça va être mesuré dans le temps, donc de 1992 à 2007. Donc, notre variable dépendante serait quoi? Parce que notre delta 14C ne peut pas être notre variable indépendante parce que c'est pas ça. euh, c'est, Ben, c'est- parce qu'on veut comparer on veut expliquer l'augmentation du CO2 en fonction du 14C. Mais on veut vérifier que l'augmentation du CO2 est d'origine anthropique ou non. Parce que dans le fond, ce ratio 14C, le delta 14C qu'on voit ici, euh, mais c'est le ratio 14C sur C. Le 14C, on peut le considérer comme un constant parce que ça dit que, en fait, ça provient des essais massifs nucléaires et il a une très longue demi-vie. Donc, c'est comme le constant. Et le C qui est dans le dénominateur ici, ben, ça va augmenter, le chiffre va être plus grand si, dans le fond, les humains ont pollué plus. Donc, le ratio va être plus petit. Et si le chiffre est moins grand du dénominateur, ça veut dire que les humains n'auront pas pollué autant, donc ce ratio va être plus grand. Ça fait-tu du sens? OK. Parce que dans le fond, le 14C, il va rester constant. Et c'est le carbone radioactif qui provient des essais nucléaires. Et on vous dit qu'il a une très longue demi-vie. Donc, il, il va rester, pour le but de ce test, il va être constant. Et donc, ce qui peut varier, c'est seulement le dénominateur.
Donc, notre variable dépendante, ça va être le delta 14C ici, qui est le ratio. Donc, ouais, la réponse, c'était dans le fond ça. Le CO2 sert à quoi? Ah, c'était juste une troisième variable pour vous mêler. En fait, ça, c'est une question d'un ancien TP, donc je l'ai repris de là. OK, c'est juste que je trouve l'énoncé un peu bizarre parce qu'on suppose que toutes les autres formes de production de CO2 émettent du 14C, en tout cas. Non, on n'assume pas que toutes les formes d'émission du carbone sont le 14C. Dans le fond, le 14C, c'est ce qui provient du passé et qui est constant. C'est comme un constant parce que sa demi-vie est tellement longue que ça ne change Ouais, pas. mais je veux dire, la question qu'il pose, ça ne prouve pas que l'émission de CO2 est d'origine humaine. Dans quel sens vous voulez dire ça? Ben, c'est pas juste l'industrie humaine qui produit du CO2 sans produire du 14C. Ok, oui, oui, c'est sûr que, oui, de façon plus realistique, oui, ok. C'est pour ça que je ne comprenais pas l'énoncé, parce que la question fait Ok, pas de sens. ok. Ok, donc, dernière question. Oh non, avant-dernière question. Ok, donc, pour les questions suivantes, vous pouvez juste indiquer par le sondage quel test statistique vous utiliserez. Euh, donc, si on veut euh, comparer la longueur moyenne des poinsettias blancs et des poinsettias rouges, euh, et que les données ne suivent pas une distribution normale, mais qu'elles sont équivariantes, quel test peut-on utiliser? Ok, je vais fermer le vote dans 10 secondes. Ok, dans le fond, la réponse ici, c'était le test T de student pour échantillon indépendant. Euh, attendez, juste un instant. Non, je suis désolée, c'était... oui, oui, c'était le test par permutation. Je suis désolée. Euh, oui, le test T par permutation. Dans le fond, on a deux variables quantitatives parce qu'on compare des longueurs de la plante, donc, mais qui ne sont pas, qui ne suivent pas une distribution normale, mais qui sont équivariantes. Pour le test de U, il faudrait des rangs.
et on ne cherchait pas à faire des corrélations non plus. ANOVA, c'est pour plus que deux groupes. Ici, on n'a que deux types de plantes. On va skip cette question. OK. Si les données étaient normales mais pas équivariantes, quel test pourrait-on utiliser sans transformer les données? Vous pouvez l'indiquer dans le chat. Oui, c'est ça, le tester avec correction de Walsh. Et si les données sont ni normales ni équivariantes, quel test pourrez-vous utiliser? Ok, je vais fermer le vote dans 10 secondes. Oui, c'est ça, c'est le test de U. Donc, si là, on a une troisième variété des poinsettias bleus qu'on veut comparer aussi à les longueurs des feuilles des trois variétés, quel test utiliserez-vous si les données sont normales et équivariantes? OK, 5 secondes. Oui, la réponse est ANOVA. Donc là, si on pense que la couleur des feuilles, donc soit rouge, blanc ou bleu, pourrait être liée au pH de la terre des pots qui est mesuré en trois catégories acide, neutre, basique, quel test pourrez-vous utiliser? OK, 5 secondes. Oui, c'est ça la réponse. Qui carré de contingence? Et si on a l'impression que les pointillés rouges, que chez les pointillés rouges, l'intensité des feuilles rouges qui est mesurée en trois gradations pâle, moyen, intense pourrait être liée à la quantité d'azote euh, de la terre des pots qui est mesurée de façon quantitative. Quel test utiliserez-vous? 5 secondes. En fait, la réponse ici, c'est la corrélation du rang de Kendall parce qu'on cherche à faire un lien entre deux variables, dont une qui est semi-quantitative et l'autre qui est quantitative.
OK. OK. Donc ici, en 1993, un chercheur australien a réalisé des relevés de végétation autour de la Cooper Creek, une importante rivière présente dans le sud de l'Australie. Il s'est plus particulièrement intéressé à caractériser la présence de Coliba, une variété d'eucalyptus, en se demandant si la proximité de la rivière pouvait influencer sa régénération. Pour cela, il a sélectionné des quadras en bordure de la rivière, notés rive, des quadras un peu plus éloignés de la rivière sur des dunes et des quadras situés entre les deux qui sont notés intermédiaires ici. Ensuite, il a noté pour chaque quadrat s'il y avait présence de Coliba. Donc, voici les tableaux reliés à son test. Donc, on a le tableau observé ici, le tableau des valeurs attendues et les tableaux correspondant au qui carré individuel de chaque combinaison. Donc, dans le chat, est-ce que quelqu'un peut indiquer combien de degrés de liberté aura la valeur de qui carré de référence? Oui, c'est ça, c'est de 2. Et dans le fond, si je vous demande, juste un instant, oui. Pour quel milieu les colibas ont-ils une préférence? Vous pouvez répondre dans le sondage. Donc, 5 secondes. OK. Dans le fond, c'est presque 50-50. OK. La réponse, c'est en fait riz. Donc, ici, il faut bien faire attention de ne pas juste regarder les qui carrés qui indiquent la contribution de chaque combinaison. Parce que même si les qui carrés ici de la rive sont moins élevés que celles du dune, on voit ici en regardant que lorsque, lorsque les colibas sont proches de la rivière, il y en a plus que ce qui sont attendus. Donc, on compare le 15 au 9,33 ici. Donc, c'est ça qui indique la préférence ici. Et finalement, dernière question. Donc, la saison de la grippe s'étend dans l'hémisphère nord de décembre à avril. On se demande si la fréquence des cas est la même pour chaque mois durant cette saison. Par exemple, voici le nombre de cas d'influenza reportés au sud du Nevada de décembre à avril. Donc, si dans le fond, quel est le nombre de cas attendus pour chaque mois si H0 est prêt? Vous pouvez l'indiquer dans le chat. Oui, c'est ça, c'est 39. Donc, dans le fond, on additionnerait tous les cas qui vous sont présentés ici et on diviserait par le nombre de mois, donc 5, qui donne 39 dans ce cas-ci. Donc, si H0 est prêt, le nombre de cas attendus serait de 39 chaque mois. Donc, ça clôt le laïus. Vous avez le TP5 à remettre pour mercredi. N'oubliez pas que cette fois-ci, c'est bien un mercredi et non pas un jeudi. Et pour l'examen, n'oubliez pas de réviser le cours numéro 6 qui avait eu lieu juste avant l'intra. Connaissez bien les conditions d'application, comment interpréter des sorties R, savoir si c'est unilatéral, bilatéral, des tests appariés ou pas. Et aussi, faites attention aux erreurs de type 1 et 2. Donc, si vous révisez les cours, les laïus et
que vous avez bien fait au TP, l'examen final. Moi, je le trouve plus facile que l'intra, donc ça devrait bien se passer. Et si jamais on se croise sur le campus, n'hésitez pas à me dire allô. Moi, je ne vais sûrement pas vous reconnaître, donc vous pouvez me dire allô. Est-ce qu'il y a une séance mercredi? Je ne crois pas. Il faut que je confirme avec Dr. Colin. Avez-vous une séance de cours théorique mercredi ou une séance de révision? Oui, période de questions. OK. Ben, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les envoyer et moi et Laurence, on fera nos mieux de vous répondre. Sinon, c'est pas mal ça. On peut prendre une pause de 10 minutes. Vous pouvez revenir à 14h08 et à ce moment-là, moi et Laurence, on pourra répondre à vos questions pour le TP5.